bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Un nouveau point lecture un peu particulier parce qu'il y aura de la romance à vous en faire vibrer et retourner l'estomac. Nous aurons un roman gothique qui vous met dans une ambiance assez claustrophobe et nous aurons de la piraterie. Je vais vous parler de Mission Rédemption de Farah Hanna que j'ai écouté en lecture audio et cette romance m'a laissé assez perplexe dans le sens où habituellement j'adore les romances de Farah Hanna. Elle a tendance à nous immerger dans des univers assez sombres, mais là ça ne l'a pas trop fait avec moi. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Dans cette histoire, nous suivons Michael, un des meilleurs agents dans une agence de mercenaires, et il va avoir une mission, la mission de protéger la fille d'un très grand industriel, puisque soi-disant, elle aurait reçu des mails de menaces et plein d'autres choses montrant qu'elle est en danger. Michael va devoir être sa garde rapprochée, sauf que Gabrielle, la fille de cet industriel, est assez caractérielle, elle est particulière, elle est gâtée, mais dans le sens où elle est gâtée au niveau matériel, elle a tout ce qu'elle veut, elle ne manque de rien, mais au niveau de la famille, c'est pas ça. Gabrielle, elle souffre de la mort de sa maman, elle souffre de l'absence de son père, et elle va en faire voir des vertes et des pas mûres à notre très cher Michael. Michael qui, lui, est assez impulsif, qui ne va pas supporter cette jeune femme, mais pourtant cette jeune femme dégage une beauté qui va l'attirer, une beauté atypique on va dire dans ses caractéristiques physiques, mais aussi dans cet air innocent qu'elle peut avoir sans être innocente. C'est assez particulier. Donc Gabrielle et Michael, ça va être des histoires de provocation, c'est à qui va avoir le dessus sur l'autre, et c'était pas évident parce que Gabrielle n'est pas en reste, Michael non plus, et ça va être un petit peu la guerre ouverte entre deux, et pourtant dès que l'un n'est pas dans le champ de vision de l'autre, et c'est la fin du monde. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans cette histoire parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à cerner les personnages, des personnages somme toute assez particuliers parce qu'ils ont une vie atypique l'un et l'autre et ils ont un caractère assez hors du commun qu'on ne voit pas tous les jours. Gabrielle, c'est cette jeune fille qu'on n'arrive pas à apprécier au premier abord parce que elle n'est que surface. On n'arrive pas à percevoir qui elle est réellement, on sent que, bien entendu, il y a quelque chose de plus profond en elle, mais au premier abord, tout est fait pour qu'on la déteste. Après la première partie du livre, j'ai commencé à enfin rentrer dans l'histoire, j'ai commencé à apprécier nos personnages, à les comprendre parce que on a un aperçu de la jeunesse de Gabrielle, de ce qui fait ce qu'elle est aujourd'hui et de pourquoi elle va utiliser par exemple le sexe comme exutoire parce que oui, ce n'est pas un secret, dès les premières pages, nous avons une Gabrielle assez dévergondée et Michael, on va apprendre qu'il souffre au niveau familial, mais aussi au niveau de ses anciens amours passés. Et les éléments que l'on va apprendre sur ces deux personnages va faire qu'on va un peu mieux les apprécier, même si leur comportement laisse somme toute à désirer. Je me suis laissée embarquer dans cette histoire qui est relationnellement assez riche, mais aussi très riche en rebondissements. Mais si la deuxième partie de l'histoire m'avait quelque peu conquise, la fin m'a complètement refroidie. Tout laissait à prévoir que nous aurons une fin complètement atypique et moi je me suis dit pourquoi pas? C'est original, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et puis, paf, 15 ans après, il se passe quelque chose. Ce quelque chose fait que on rentre dans les codes, on va dire, de ce style littéraire. On rentre en quelque sorte dans ce que j'appellerais le happy end. Et ça n'allait pas du tout en fait. Là j'ai fait mais what? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu ce petit truc, j'aurais aimé cette histoire, mais ce petit truc faisait que c'était trop gros, c'était trop surfait et du coup non.
ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. J'avais l'impression que à la fin, il y avait des rebondissements pour des rebondissements, des complications pour des complications. Et on oublie tout, paf, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et bah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc oui, la trame de l'histoire était pas mal. Oui, les personnages, une fois qu'on apprend à les connaître, même si c'est un peu long, on arrive enfin à s'attacher à eux. Mais la fin de ce livre, elle a gâché tout le reste pour moi. N'hésitez pas à me dire, vous, bah, ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis, on n'a pas tous les mêmes attentes. Mais clairement, pour moi, ça a été une déception. Je vais enchaîner avec une autre déception. Je suis désolée, il y en a quelques-unes. Avec le Pacte de la magie de Amélie Janot que j'ai reçu en service presse. Donc Amélie Janot, c'est une autrice auto-éditée qui écrit principalement de la fantasy et du fantastique. Pourquoi ça ne l'a pas fait? Parce que je m'attendais vraiment à toute autre chose. Dans cette histoire, nous allons suivre Shushka, une elfe qui s'était exilée dans notre monde. Elle va faire la connaissance de Benny, un magicien, mais apparemment ils sont pourchassés. L'histoire débute vraiment comme ça et paf, il la renvoie dans le royaume des elfes. Donc elle va arriver dans ce royaume. Et elle voulait pas y retourner, elle y a un peu retourné de force et elle va vouloir retrouver Benny puisqu'elle est tombée amoureuse de lui pour revenir dans le royaume des humains. Sauf qu'il y a une petite problématique, c'est que le royaume des humains et le royaume des elfes n'ont pas la même temporalité. Et même si, par exemple, il s'est écoulé qu'une semaine dans le royaume des humains, ça fait au moins une centaine d'années dans le royaume des elfes. Voilà un petit peu. Donc Shushka va être un petit peu perturbée par cela et elle va retrouver un royaume qui était complètement différent de celui qu'elle a laissé. Et bien entendu, tous ses proches n'ont pas évolué de la meilleure des façons suite à cela parce que trop d'années sont passées. Cette histoire m'a perturbée. Pourquoi? On rentre très très rapidement dans le vif du sujet. Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis un roman fantastique ou un roman de fantasy, j'aime qu'il y ait quelques lenteurs au début, que le décor soit posé avec une quantité infernale de détails parce que oui, ce sont des mondes qui n'existent pas et donc il faut poser le cadre pour que le lecteur s'immerge dedans. Là, on rentre vraiment immédiatement dans l'histoire. L'histoire débute vraiment au moment où Benny renvoie Shushka dans le monde des elfes. Donc on se dit mais déjà pourquoi elle qui est une elfe est dans le monde des humains? Ensuite, pourquoi lui il la renvoie dans le monde des elfes? Qui sont-ils? Que se passe-t-il? Qui sont les gens qui les poursuivent? Voilà, l'histoire commence vraiment tout de suite là-dedans. Malheureusement, c'est un style narratif que je n'apprécie pas en fantasy. Et du coup, j'ai bloqué, on va dire, dès le début de la lecture. Il manquait beaucoup trop de descriptions. Je me suis dit, allez, force-toi, tu vas finir de le lire. C'est un service presse, au moins pour l'auteur. Et puis des fois, tu pourrais être surprise en continuant ta lecture. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, je lisais, je voyais que les événements s'enchaînaient. Shushka va rencontrer plein d'autres personnages, des personnages qui sont somme toute assez intrigants, mais l'action avançait. Paf, une action arrivait, paf, on renchaînait sur une action, et il n'y avait pas de description, on comprenait pas cet univers, on n'arrivait pas à se l'imaginer, et personnellement, moi ça me bloque, c'est pas ce que j'aime lire en fantasy tout simplement. Donc comme je ne suis pas arrivée à rentrer dans l'histoire, vous imaginez bien que je n'ai pas apprécié cette lecture, hein, forcément. Après, je pense que c'est le genre de lecture fantaisiste qui est intéressante pour de la jeunesse, pas pour l'âge adulte. Moi j'ai bientôt 28 ans, à 28 ans, j'attends autre chose, hein. J'ai des attentes qui sont somme toute un peu plus élevées que quelques années auparavant, surtout que j'ai un énorme passé de lectrice, vu que je lis depuis l'âge de 5 ans. Bien entendu, à 5 ans, je lisais pas les mêmes livres, hein. Mais ouais, je pense que c'est plus adapté à un public jeunesse parce que quand on est jeune, on aime bien les actions, on aime bien que tout s'enchaîne et les descriptions ont tendance à nous décourager. Donc si vous cherchez une fantaisie facile à lire avec énormément de rebondissements et sans trop de descriptions, je peux vous la conseiller. Par contre, si vous aimez la fantaisie bien développée, la fantaisie adulte qui est plus George R. Martin, Tolkien et des grandes pontes de la fantaisie, passez votre chemin. Maintenant, nous allons nous diriger dans un froid polaire avec Bad Trip en Alaska de Emma Landas. Et
là, nous allons être propulsés dans un univers incroyable avec des personnages qui ont un caractère de feu dans ce froid polaire et j'ai somme toute adoré. Cette lecture est un presque coup de cœur. Dans cette histoire, nous suivons Megan qui travaille pour une agence de voyage et qui est censée établir des itinéraires un petit peu touristiques et pour changer parce que sa carrière est somme toute sur la sellette, il faut qu'elle trouve la destination pour son agence qui va tout changer. Elle se dit, allez, je vais aller à Sitka, un petit endroit d'Alaska assez reculé, et puis je vais essayer de proposer quelque chose d'un petit peu atypique. Donc elle prend son avion, elle arrive à Sitka, et là elle va rencontrer Peter qui est le meilleur ami de Cal. Peter qui a un rôle somme toute incroyable dans cette histoire, et bien entendu, nous allons avoir son histoire qui va bientôt débarquer. Donc Peter va l'emmener dans le centre de Sitka, va lui faire découvrir la ville, tout ça, ils vont lier des liens assez forts et il va l'emmener chez Cal qui va être le guide censé montrer à Megan les petits coins de Sitka qui pourraient être sympathiques pour qu'elle puisse établir son guide touristique. Cal qui est asocial, Cal qui est un vrai chacal, Cal qui est phénoménal et tout un tas d'adjectifs qu'on pourrait qualifier en Hal et qui s'adaptent parfaitement à ce personnage. Cal, il a un passé, on ne sait pas encore ce qu'il est, mais il le trouble. Cal, il boit, Cal, il est infect, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec ses proches et encore plus avec Megan. Mais Megan est une femme très très surprenante et du coup, elle va scotcher Cal à plus d'un égard. Et Cal, il va être subjugué par cette femme, il va avoir des sentiments qui vont se mélanger et qui vont l'affecter d'une manière assez forte parce que il est dans son passé et il se refuse le présent, il se refuse le futur. Mais c'est pas ça la vie et Megan, de par son ingéniosité, de par son caractère, de par son vécu, elle va réussir, ou du moins essayer de réussir surtout, à percer la peau de l'ours, comme on peut dire. Mais ça va pas être facile, Cal, comme je vous ai dit, il a un caractère de chien, hein, faut être honnête. Mais il est très très attachant. Heureusement que il est bien entouré de Peter et de Caroline. Caroline sa maman, Peter son meilleur ami. Et puis Megan va se tisser des liens forts avec Caroline et puis Peter. Donc Cal n'aura d'autre choix que de l'accepter, même si entre eux ça va être très très électrique. J'ai adoré cette histoire parce que les descriptions nous immergent vraiment dans des terres sauvages et glaciales. Personnellement, j'ai pas envie d'y aller parce que je suis trop frileuse, mais les paysages décrits par Emma Landas ont l'air simplement magnifiques. Nous avons, comme je vous ai dit, du coup, un groupe de personnages adorables, mais les autres habitants de Sitka, ils sont somme toute assez attachants. Et ils vous mettent dans une ambiance de vacances, dans une ambiance familiale qui vous réchauffe le cœur tout simplement. Nous avons des dialogues très riches en répartie, nous avons des personnages qui vous font vibrer, qu'ils soient principaux ou secondaires. Tout est attachant dans ce roman, que ce soit l'histoire, que ce soit les personnages, que ce soit les descriptions. Il y a forcément quelque chose que vous appréciez dans cette écriture qui est fluide, qui se lit facilement. Nous avons du rire, nous avons des émotions fortes et puis il y a Cal et Cal il vaut le coup. Je vais enchaîner avec un roman qui sort totalement de ma zone de confort. Il s'agit de Yellow Jessamine, si je le tiens le livre à l'envers, ça ira mieux, de Kathleen Starling et qui m'a été envoyé par les éditions du Chat Noir. Et comment dire que ce roman m'a plongé dans une ambiance quelque peu inhabituelle. Moi qui ne suis pas claustrophobe, j'avais l'impression d'étouffer en le lisant. Nous sommes plusieurs siècles avant nous,
je ne saurais plus situer la période à laquelle se situe l'histoire. Et nous allons suivre Lady Evelyn, qui est une mania de l'industrie nautique principalement. Elle contrôle énormément d'affaires dans la ville de Delphinium et elle a la main longue, comme elle dit, ou le bras long. Je sais plus quelle est la bonne expression. Mais un jour, il y a une maladie inconnue qui va frapper énormément de monde dans la ville de Delphinium, sachant qu'il y aura beaucoup de marins de ces bateaux qui vont en être atteints. Et après quelques recherches, elle pense que elle est à l'origine de cette maladie. Elle va essayer avec ses plantes et ses connaissances botaniques de trouver le remède pour pouvoir arrêter cette épidémie, mais en même temps, de nombreux secrets vont être déracinés. Alors, comme je vous ai dit, avec ce contexte épidémique, la façon dont c'est relaté, le côté noir, le caractère de notre protagoniste principal, nous sommes vraiment bercés dans une ambiance sombre et macabre. On sent que Lady Evelyn, elle a le poids de la culpabilité qui lui pèse sur les épaules, et qu'elle doit trouver le moyen de faire pénitence pour tous ces secrets qui vont la heurter. Lady Evelyn, elle est très très compliquée à cerner, mais on sent qu'il y a énormément de sensibilité sous-jacente à son caractère, même si pour cela il faut vraiment creuser. Dans ce huis clos, avec tout ce qui se passe, avec la maladie, avec l'enquête qui se profile, l'ambiance de la mort est vraiment pesante, vous vous sentez enfermé, vous avez la respiration qui se coupe, et je pense que cela est d'autant plus fort que nous sommes actuellement dans un contexte épidémique depuis un peu plus de 1 an maintenant, et ça renforce cet aspect qui vous fait frissonner. Et Kathleen Sterling, si c'était ce qu'elle voulait nous faire ressentir à travers ce roman gothique et horrifique, elle a réussi son pari. Nous avons beaucoup d'allusions au passé de notre protagoniste principale, et cette protagoniste là qui est somme toute assez dure à cerner, ça a permis de mieux la comprendre, et du coup c'était très très intéressant. Les plantes, comme je vous l'ai cité de par le résumé, elles ont une importance capitale dans cette histoire, elles ont une histoire. Et elle nous plonge dans la confection d'un remède, mais aussi vraiment dans le monde botanique. Et si vous aimez tout ce qui est plantes, tout ça, je pense que vous pourrez retrouver une part de vous-même à travers les descriptions de ce livre. C'est un roman assez court, je peux pas développer bien plus puisqu'il fait que 180 pages, il se lit très très rapidement. Et Kathleen Sterling, elle a réussi le pari de faire ressentir des émotions fortes à son lecteur, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'était une bonne expérience, ce n'est pas un coup de cœur, mais pour une première lecture de ce genre, c'était pas mal. Je vais vous parler maintenant du second tome d'une saga, mais qui peut se lire indépendamment si vous n'avez pas lu le premier tome. Il s'agit du Souffle d'infinité de Tali Perrault, publié chez MEC Éditions. Dans cette histoire, nous allons suivre le petit frère de Rory et Ren, Sean, qui va rendre visite à Rory et Cordelia, les personnages que nous avions rencontrés dans Attractif Enchantement, un roman que j'avais somme toute adoré. Sean va arriver chez Rory, va rencontrer son petit-neveu, il va voir son frère très très heureux en couple, et il va apercevoir Madeline Kéradec, une femme qu'il avait rencontrée dans le premier tome, mais ils n'avaient pas eu de lien particulier. Madeline est très mystérieuse, elle ne cause pas beaucoup, elle a tendance à fuir toute interaction sociale, et Sean va être comme envoûté par la beauté de cette femme, et va avoir envie de percer son secret, de la comprendre, puisque Madeline a un comportement somme toute assez particulier. Mais le mystère qui enrôle la jeune femme va le mettre en danger, et pourrait bien mettre en danger sa famille. Et là, nous allons finir entourés de pirates sur un bateau en pleine mer, et Sean va vivre des moments assez difficiles. Voilà un petit peu pour le résumé de cette histoire. C'est un roman qui est vraiment bercé d'aventure pour ceux qui aiment les pirates, pour ceux qui aiment l'aventure. Allez-y, je pense qu'il vous plaira. Moi, j'adore le côté psychologique, mais l'aventure était tellement présente que ce côté psychologique était présent, mais beaucoup moins que ce que j'aime habituellement. Et comme le côté psychologique était beaucoup plus présent dans Attractif Enchantement, je m'attendais à ce qu'il soit là, ce qui fait que j'ai eu une petite déception de ce côté-là, mais ça reste un très bon roman.
Sean est un personnage touchant, plein de bonnes attentions et c'est agréable de voir un personnage masculin qui a une conscience telle que la sienne, qui a énormément de bonté et d'amour à offrir et surtout qui aime sa famille autant que Sean il aime. Et moi j'admire son caractère, j'admire son personnage. J'étais tombée amoureuse de Sean déjà dans le tome 1 et le voir dans ce tome 2, ça a confirmé tout ce que me faisait ressentir ce personnage. Madeline, quant à elle, ça l'a pas fait. Madeline, je n'ai pas réussi à la cerner au début de l'histoire, ce qui était fait exprès. Au début, tout est fait pour qu'on la déteste. Après, on apprend pourquoi elle est comme ça, on apprend à la comprendre. Mais pour moi, ça n'a pas suffi à ce que j'apprécie son personnage. Et je pense que c'est ça qui m'a bloquée dans cette histoire. C'est que j'accrochais pas avec Madeline. Autant dans Attractif Enchantement, j'ai vraiment accroché avec Rory. J'ai vraiment accroché avec Cordelia. Du coup, forcément, quand on aime les deux personnages, ça le fait. Mais là, j'en aimais qu'un sur deux de personnages et ça m'a bloqué. Après, Madeline, je sais que d'autres personnes l'ont appréciée. C'est vraiment à l'appréciation du coup de chacun. Et... de toute manière, que ce soit les gens dans la vie de tous les jours ou des personnages, on ne peut pas aimer tout le monde, hein, c'est normal. Pour continuer un petit peu avec les personnages, nous avons quand même énormément de moments où nous avons Rory et Cordelia et c'était un plaisir de les retrouver, c'était un plaisir de voir ces petites scènes très touchante entre nos deux protagonistes que j'avais tout simplement adoré dans ce premier tome. Ça m'a ramené un an en arrière quand j'avais lu Attractif Enchantement et du coup ça m'a fait plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, Le Souffle d'Infinité, vous pouvez vraiment le lire à part, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Attractif Enchantement pour lire celui-ci. Mais si vous avez lu Attractif Enchantement, c'est somme toute mieux parce que vous comprendrez tous les petits trucs en lien avec Rory et Cordelia et du coup vous aurez vraiment le fil conducteur de la famille Irène. Ce livre il est bourré de clins d'œil et c'est ces clins d'œil que j'ai vraiment aimé dans cette histoire. Ces clins d'œil qui font référence à plein d'autrices de chez MEC Éditions. Du coup, si vous connaissez cette maison d'édition, si vous avez lu plusieurs de leurs parutions, et vous allez les reconnaître et là je me dis, ça se trouve, moi qui discute avec Tali, je vais me retrouver dans un de ses romans, un de ces quatre. Quand on voit qu'elle met un petit peu des clins d'œil ou des connaissances du monde littéraire, que ce soit des chroniqueuses, que ce soit des auteurs ou d'autres choses, parce qu'il y a aussi des petites références à certains films. Nous avons une référence à une autrice d'historique, mais qui n'est pas chez MEC, et qui a une taverne. Si vous connaissez J.C. Stenier, vous allez rigoler. On retrouve une part de Tali, de sa vie, de ses connaissances à travers son roman et tous ces petits clins d'œil, c'est vraiment top. Les liens familiaux sont vraiment mis en avant. La famille, on se rend compte que pour nos personnages de la famille Irène, c'est vraiment sacré et j'adore ça. J'aime beaucoup ce que fait ressortir Tali à travers les liens familiaux. Un délice. Donc... voilà un petit peu pour mon avis sur Le Souffle d'Infinité. Tali, elle a toujours une plume fluide, elle est même encore plus fluide que pour Attractif Enchantement. La temporalité est beaucoup mieux exploitée que pour Attractif Enchantement. Donc il y a quand même une grosse progression de sa part et c'est top, j'aime bien voir l'évolution d'un auteur. Le champ lexical, il est vraiment très adapté à l'époque. Si vous aimez l'aventure, allez-y, foncez. Maintenant, je vais vous parler de Styx Rider de Calypso Caldin, publié chez Hugo, collection New Romance. C'est un roman que j'ai reçu de leur part parce que je fais partie de l'opération Masse Critique de Babelio et souvent on me propose des livres parce que je contribue au site en mettant mes avis à chaque fois que je termine un livre sur ce site. Et donc j'ai eu l'honneur de découvrir ce bébé et si on me l'avait pas envoyé, je l'aurais somme toute déjà acheté parce que j'adore les histoires du monde biker. Et Calypso Caldin, elle m'a complètement conquise avec cette plume. Dans cette histoire, nous allons suivre Ash et Eden. Ash est sergent d'armes chez les Styx Riders. Sergent d'armes, c'est-à-dire qu'il exécute les missions les plus désagréables. Et si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui râle parce que les voisins montent les escaliers. Et souvent, dès qu'il y a un petit peu de bruit dans la cage d'escalier, monsieur n'est pas content. Donc, nous suivons Ash. Ash qui est un homme brisé parce que sa fiancée l'avait quitté le jour de leur mariage à l'hôtel. Et il va la voir réapparaître dans sa vie. Et ça va faire ressurgir
énormément de rancœur, de colère et il va pas savoir gérer ce trop plein d'émotions. Et ça va enclencher des réactions chez lui, somme toute assez désagréables. Mais là arrive Eden. Eden qui est une jeune femme innocente, mais il va apprendre que cette jeune femme innocente est la fille du président d'un des plus grands MC des États-Unis, si ce n'est plus. Et que son père avait fait en sorte de l'éloigner un petit peu de la noirceur du monde biker puisqu'il voulait beaucoup plus pour sa fille. Et Eden voulait un peu s'éloigner de son père, de Los Angeles, elle voulait se faire sa petite vie. Et elle va aller travailler du coup dans une petite boutique de fleurs de la ville où habite Ash. Justement, je me souviens plus du nom de la ville dans laquelle ils évoluent. Je peux pas vous dire. Entre Ash et Eden, va y avoir une petite attirance automatique. Ash va être conquis par la douceur et l'innocence de cette jeune femme. Mais cette jeune femme ne se laisse pas faire pour autant. Elle a un caractère qui est assez débrouillard et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est une histoire qui est bourrée d'humour et de profondeur. D'humour parce que nos personnages, ils ont énormément de répartie et les dialogues vous font sourire. Et la profondeur parce que nos deux protagonistes principaux, ils ont une histoire qui vous touche, une histoire qui n'est pas attirée par les cheveux pour autant et c'est ça que j'ai apprécié. Les bikers dans cette histoire, ils ne sont pas des anges. Mais ils ne sont pas décrits comme des tueurs sans cœur et ça j'ai beaucoup aimé. Ils ont quand même une morale et cette morale elle reste belle même si ce qu'ils font n'est pas très recommandable. J'ai bien aimé le couple Ash et Eden. Pourquoi? Puisque c'est une relation qui se développe doucement. C'est une relation qui prend son temps, qui va poser des bases tout simplement et c'est pas oh il est beau, ah elle est belle, allez tiens si on sortait ensemble, non, puisque ça c'est le genre de truc que je ne veux plus voir en romance et qui me lasse systématiquement. J'ai aimé les thématiques abordées puisqu'il y a énormément de liens familiaux qui sont mis en avant entre Ash, son père, sa sœur, mais aussi par rapport à Eden et tout son historique familial. C'est vraiment touchant, sachant que la famille, elle va au-delà des liens sanguins. Il y a la famille qui est liée au club, il y a l'amitié, il y a l'ambiance des petites villes où beaucoup de monde se connaissent. Il y a des paysages magnifiques. À des moments, quand il y avait des descriptions superbes, j'avais juste envie de prendre mon sac à dos et puis aller visiter les lieux qui étaient mentionnés. Souvent, il y a des références à la mythologie grecque. Alors, on pourrait croire que les dieux sont très très présents. Non, c'est plus des métaphores par rapport aux personnages, à leur caractère et à leurs sentiments. Dans cette histoire, il y a énormément de personnages qui sont intrigants dans ce club, on a envie de les connaître et ça tombe bien puisque le tome 2 à venir va concerner un personnage très très curieux de ce tome et j'ai juste hâte de le découvrir. Ce sera tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai lu la plupart de ces livres il y a un petit moment déjà, donc j'espère que il aura été somme toute assez compréhensible. Et puis n'hésitez pas à me parler de vos lectures, à me dire ce que vous avez pensé des livres présentés si vous les avez lus, ou me dire s'il y en a un qui vous tente. Je vous retrouve en commentaire juste après. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt. Puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous ne louperez pas les prochaines parutions. Je vous fais de très très gros bisous. Ciao ciao.